pour ceux qui viennent d'arriver, que c'est sa première conférence aujourd'hui, bienvenue à la SGC de cette année. Moi, je m'appelle Alvaro. Je vais me présenter un peu plus tard et je suis ravi de vous voir intéresser sur ce sujet, sur le release management, qui est, bon, si vous ne le savez pas, c'est la toute dernière étape du lancement d'un jeu. Et aujourd'hui, pendant 40-45 minutes, je vais essayer de rester sur 40. Je vais vous parler du release management et de comment profiter les plateformes pour le succès de votre jeu. Donc, ça s'applique tant aux équipes indé comme aux équipes de développement de taille plus grande, comme les éditeurs. Donc, on y va. Voici l'ordre du jour. D'abord, je vais vous donner un peu de contexte sur moi, au cas où ça vous intéresse de garder le contact. Ensuite, on va voir ce que c'est le release management et les métiers liés. On va parler des plateformes les plus importantes. On fera un point sur la documentation sur laquelle toute soumission doit passer, soit un jeu, soit un patch, soit un DLC. Aussi, on va parler de ce qu'il faut garder en tête au moment de publier sur les magasins online. Et on va voir les edge ratings et ce que ça peut impliquer sur votre jeu. On va faire un exercice, un exemple pratique de rétro-planning sur une production qui pourrait bien être réelle pour que vous ayez une idée plus claire des délais. Et si vous tenez jusqu'à la fin, je vous garde un petit bonus avec quelques conseils pour maximiser votre relation avec les first parties. Donc, petit disclaimer ici, je vais me centrer surtout sur PC et console, pas VR, pas mobile, mais sachez qu'eux aussi, ils ont leur écosystème à eux. Donc, voilà. Donc, comme je le disais, je m'appelle Alvaro Jimeno. Je suis actuellement consultant de production et localisation. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans les jeux vidéo, 7 ans sur l'édition et 4 ans sur le développement. Je suis un ancien NBA de la promo de 2018. Donc, c'est pour ça que c'est spécial pour moi d'être ici aujourd'hui. Quant à mon expérience professionnelle en jeux vidéo, je fais partie des équipes de Blizzard dans l'ancien bureau de Versailles, maintenant disparu, chez Asobo à Bordeaux et chez Paradox à Stockholm, en Suède. Aussi, j'ai travaillé dans la tech, j'ai eu plusieurs clients et parmi eux, Google, Uber, Citrix, Fastly et d'autres, pour leur aider à créer des programmes de localisation ou de globalisation. Et enfin, dans l'actualité, moi, la plupart de mon temps, je la dédie à deux boîtes. Et vous verrez pourquoi j'en parle d'elles. La première, c'est Scaled Agile. Peut-être vous la connaissez plus pour sa certification, le certificat SAFe. SAFe, c'est une méthodologie agile. C'est un certificat Scrum+++. Voilà. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui soit des futurs leads, des futurs chefs de projet ou qui soit intéressé tout simplement en méthodologie agile, on peut en parler un peu plus tard. Et aussi, je travaille pour Crunchyroll, que peut-être vous connaissez si vous regardez de l'anime qui n'est pas pirate. Donc, voilà, si vous voulez parler des certifications ou de manga, donc ce sera un plaisir. Je vous laisse aussi le QR code de mon LinkedIn que je vais partager de nouveau à la fin de la presse. Mais voilà, si vous voulez garder le contact par là, je suis disponible. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est le release management?
Le release management, c'est une partie de l'édition des jeux qui comprend le processus de soumission et publication des jeux sur les différentes plateformes. Le release manager, s'il y en a dans votre équipe, parce que sinon ça pourrait être un producteur, un QA, un lead. Donc cette personne est la responsable d'uploader les builds des jeux sur les plateformes et elle est souvent le point de contact avec les first parties, avec Microsoft, avec Sony. Bon, on va en parler un peu plus tard. Si vous voulez, par exemple, parler avec des compliance testers de Microsoft, ce serait à travers cette personne. Bien sûr, il y a d'autres moyens de parler directement avec eux, mais voici le moyen le plus habituel. Aussi, le release manager s'occupe de la certification des jeux et de parler avec les différents organismes de classification d'âge. Quand le jeu a une version physique, ce n'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, le release manager démarre la chaîne de production qui dure plusieurs mois. Ce n'est pas négligeable les délais de manufacture. Donc, c'est une personne qui suit constamment la production, surtout à partir de la bêta. Et dans ce suivi, c'est là qu'elle peut commencer à négocier des dates, des milestones et le planning des soumissions pour avoir tout bien planifié au moment du lancement. Donc, on a parlé de first party, des plateformes, et sûrement, la plupart de vous, vous avez pensé à 3 ou 5, mais il y en a plus. Donc, nous avons Microsoft avec Xbox, Sony avec PlayStation, Nintendo avec la Switch, comme les principales plateformes consolières. Maintenant, on peut rajouter Steam Deck avec Valve. Mais aussi, bien sûr, nous avons le PC, les Mac, avec Valve et Steam, et Epic et l'Epic Games Store. Et comme je le disais au début de la presse, nous n'allons pas approfondir sur ce qui est mobile et VR, mais évidemment, il y a Apple avec App Store, Google avec Play Store, et d'autres storefronts qui sont plus ou moins petits comme Google Games, Itch.io, l'Oculus Store, et des plateformes un peu plus spécifiques comme le Game Pass, PlayStation Plus, ou des éditeurs directement comme Battle.net, EA Origin, tout ça. Donc, lié à la soumission, il y a tout un tas de documentation assez détaillée et spécifique sur les points à respecter dans les builds de jeu pour chaque plateforme. Sur Xbox, on les appelle XR, ce sont les Xbox Requirements, ou précédemment, on les appelait TCR, Technical Certification Requirements. Mais je soupçonne qu'ils ont changé le nom parce que c'était trop similaire au TRC de Sony, le Technical Requirements Checklist. Sur Nintendo, on a les load check. Et sur Steam, c'est pas si strict que ceci, mais sur le portail Steamworks, on a tout ce qu'il faut. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble cette documentation, dans tous les cas, il faut un compte développeur. Donc, il faut vous registrer comme développeur. Et vous trouverez une wiki avec des spécifications à respecter dans la vie du jeu. Soit du code en disant il faut que dans cette fonction, cette fonction appelle ce bout de code. Soit de la terminologie. Si vous avez un jeu sur PlayStation et un autre sur Xbox, la terminologie des manettes n'est pas la même.
Donc, c'est si bête que ça, mais ça peut faire, ça peut provoquer un fail de soumission si la terminologie n'est pas respectée. Aussi, les messages d'erreur qui s'affichent, ça, c'est nécessaire aussi. Donc, ne pas respecter, comme je disais, ne pas respecter ces spécifications peut impliquer soit un fail, dans le pire des cas, soit un warning dans le meilleur des cas, mais qui quand même peut vous pousser à une nouvelle soumission et mettre en risque votre lancement. Donc, à part de la doc, les first party ont de forums d'aide où vous pouvez contacter les testeurs de compliance qu'ils ont in-house, comme avec Nintendo. Avec Nintendo, au lieu d'avoir un contact avec qui parler par mail ou par conférence, ils ont un forum. Ils fonctionnent comme ça. En revanche, avec des éditeurs comme Microsoft, vous avez des représentants et vous pouvez leur envoyer des mails, poser des questions, tout ça. Eux aussi, certains d'entre eux, toutes les questions qu'ils reçoivent des développeurs, ils les mettent dans un gros archive et ils les partagent aux autres développeurs. Donc voilà, vous avez un foire aux questions, un grand foire aux questions avec des problématiques peut-être similaires aux vôtres. Donc c'est intéressant, c'est très utile et il faut bien en profiter quand on peut. Donc toute cette documentation est liée à un document final, à un questionnaire qu'il faut au moment de la soumission. Le genre de questions que l'on peut s'entendre dans ce questionnaire vont des les caractéristiques basiques du jeu, comme est-ce que c'est un jeu single player ou multiplayer, quel est le genre du jeu, si c'est un multiplayer, combien de joueurs, tout ça. Aussi les descriptifs de certaines fonctionnalités ou par exemple le traitement de données. Comme je disais, ils peuvent bien vous poser des questions sur, comme celle-ci. Est-ce que les données de vos joueurs traversent d'autres serveurs qui ne soient pas ceux de Nintendo? C'est une question. Est-ce que le jeu permet la connexion des comptes Xbox? Une autre question. C'est ce genre de questions qu'il va falloir remplir. Donc, une fois tout complété, le Release Manager peut démarrer la soumission. S'il n'est pas complet à 100%, c'est impossible. D'accord. Donc, en outre de la documentation technique, il faut aussi penser au magasin où le jeu va s'afficher, bien sûr. Donc, ici, j'ai pris l'exemple dans un jeu tout mignon que peut-être vous connaissez déjà. Et on va travailler sur l'exemple, sur cet exemple. Donc, tous les magasins vont vous demander ce genre d'assets, tous. Des descriptions du jeu, leurs caractéristiques, tout ce metadata, les langues, tout ça. Et les traductions aussi. Sont les traductions, votre jeu ne va pas s'afficher dans d'autres langues, donc dans d'autres pays. Et vous allez perdre des ventes potentielles au moins. Il y a aussi tous les trailers, tout le support visuel que vous pouvez fournir, les trailers, les vidéos gameplay, les screenshots. Mais aussi, il y a une grosse partie de assets, comme celui-ci, par exemple, qui sont des bannières, des headers, des écrans de fond, des thumbnails, de grosses images,
il y a tout un tas de tailles à respecter si vous voulez que votre jeu ait de la présence sur les magasins. Sur Steam, c'est assez simple. Ça devient un peu plus compliqué au moment où on travaille avec en console. Et pourquoi c'est important? Peut-être vous poser la question. Donc, dans la plupart des cas, on commence à penser à ça quand on est en bêta. Et en bêta, on est plus occupé à corriger des bugs qu'à travailler sur le côté marketing. Donc, dans l'idéal, vous avez intérêt à garder vos graphistes pour corriger des bugs dans la bêta et pas bosser sur ça. Donc, c'est là où vous pouvez faire appel aux graphistes des éditeurs ou aux freelancers pour créer toute une série d'assets avec le bon format, les bonnes dimensions, les bons CPA et s'assurer une présence sur les magasins. Et comme je disais auparavant, chaque magasin, chaque plateforme a ses particularités et des formats qui marchent mieux que d'autres. Là, les éditeurs, ils vont savoir vous dire, ils vont savoir vous recommander ce qui marche mieux, ou sinon, les first party eux-mêmes, ils peuvent vous donner des recommandations aussi. Et comme je disais au début de la presse, ici, je ne parle que des magasins online, bien sûr, parce que les besoins des magasins physiques sont complètement différents. Les délais de production, comme je disais, sont beaucoup plus longs. Les assets graphiques doivent être prêts très à l'avance. Tout ce qui est edge rating, les disclaimers, les textes légaux, tout ça doit être pile poil très précis parce que c'est pas si simple de modifier une fois toutes les assets sont imprimés. Donc voilà. Bon, vous avez sûrement repéré ce petites affiches sur les boîtes des jeux, sur les trailers, sur les sites web. Et le fait est que dans le monde, il existe plusieurs organismes qui contrôlent le contenu qu'ils importent dans leur pays. Et les jeux vidéo font partie de ce contenu. Dans beaucoup de pays, ils mettent les jeux vidéo et le média ou le film dans le même sac. Et c'est le cas. C'est le cas avec ceci. Donc, ici, nous avons comme exemple le pays en Europe. Et en Europe, je veux dire tous les pays de l'Europe, sauf l'Allemagne et la Russie. Parce qu'en Allemagne, il y a le USK. Aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord, il y a le ESRB. Et au Japon, il y a le 0. Ça, ce sont que quelques exemples. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y en a en Australie, en Russie, en Brésil, en Corée, au Taïwan, en Arabie Saoudite. Donc, le plan marketing et le plan du lancement de votre jeu va déterminer où vous allez vendre le jeu et ainsi dans quel edge rating vous avez besoin. Si vous allez le vendre en Chine, vous allez devoir contacter l'organisme chinois pour avoir le edge rating. Mais si vous ne vendez pas votre jeu là, vous en moquez de ça, en fait. Quoi d'autre? Donc, ces organismes, ils demandent deux choses, principalement, au moment de la certification. D'abord, une build stable, une bêta. Une bêta, ça pourrait suffire. Ou
euh, dans le cas échéant, des vidéos de gameplay. Et je vous pose un exemple. Sur un des jeux sur lesquels je travaillais, Empire of Sin, et c'est un jeu à la XCOM. Au moment de tuer les personnages, il y a une feature qui se déclenche qui s'appelle exécution. Et c'est une animation spéciale que chaque personnage fait. Pour techniquement, ce qu'on aurait dû faire, c'est envoyer les instructions pour déclencher les exécutions aux organismes à ces organismes. Mais comme il s'agissait d'une feature qui se déclenchait de façon aléatoire et il y avait plusieurs exécutions, c'était juste trop chronophage pour eux de sortir toutes les exécutions. Donc, ce qu'on avait fait, c'est simplement le faire nous-mêmes, enregistrer les moments en vidéo, couper, et on envoie ça. Pour leur dire, dans cette feature, il y a ça qui s'affiche. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi. Et en outre de la bêta ou du support vidéo, vous allez devoir répondre à un questionnaire assez détaillé qui va vous poser, excuse-moi, des questions sur les points suivants, sur la violence, le sang, le gore, le langage grossier, la discrimination, le racisme, les drogues, le sexe ou thématiques sexuelles, des thèmes adultes comme le jeu, les casinos, ou encore des actes criminels. Et voilà, et plus récemment, les achats dans le jeu, les in-app purchases, font partie de l'examen des organismes. Donc, si votre jeu a des achats dans le jeu, il va falloir l'indiquer ici et ça fera très probablement monter un peu le trading. Et un autre, dans certains pays, il y a des thèmes qui pèsent plus que dans d'autres pays. Un exemple, c'est la Russie. La Russie, l'homosexualité, ou en fait, c'est tout ce qui n'est pas des valeurs traditionnelles, donc la non-hétérosexualité, fait partie d'un texte de loi qui l'interdit aux mineurs. Donc, si votre jeu touche ce sujet, vous avez un personnage qui n'est pas hétérosexuel, vous allez recevoir le rating le plus élevé. C'est automatique. Et je vous raconte une histoire vraie. Quand j'étais à Blizzard, quand je bossais chez Blizzard, après le lancement d'Overwatch 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu toute une série de cours d'animation et de BD pour enrichir l'univers du jeu. Et dans une des BD, une des personnages, Tracer, se révèle lesbienne. Et c'est juste une page de la BD, ce fait aurait fait monter le jeu au rating 18 en Russie. Alors qu'il était 12, je crois, ou 16, top. Mais voilà. Et avec un gros impact en PR et en vente. Donc, à l'époque, Blizzard, et ils l'ont fait aussi avec Soldat 76, à l'époque, ils avaient argumenté qu'il s'agissait d'une histoire parallèle et que cela n'avait pas d'impact sur le jeu, sur le gameplay. C'est vrai. Oui. Donc, le cas n'a pas été pris en considération, mais pendant un moment, pendant quelques jours, le risque était là. Donc, tout cela, c'est pour vous dire que le rating
peuvent impacter vos plans de développement ou de lancement si on ne les tient pas compte. Donc, vu la partie théorique, nous allons regarder un exemple pratique. Ici, je prends comme exemple un jeu single player sur 4 plateformes que vous voulez publier en digital, pas en physique. Donc, on va baser notre planning sur ça. Ici, je simplifie très grossièrement la prod et les dernières phases d'alpha et bêta. Mais voilà, c'est pour l'exercice seulement. Je place le lancement final, bien sûr. Et au final de l'alpha, vous avez déjà intérêt à commencer à parler avec votre release manager, si vous ne l'avez pas encore fait. Et comme ça, elle va voir plus de près l'état de votre production et pourra lever la main si elle voit des risques ou des contraintes. Peu après le début de la bêta, qui est censé être voilà, que pour la correction de bugs, pas de nouvelles features. Donc, peu après le début, le release manager, il sort déjà les questionnaires de certification à remplir. Et ça, vous verrez, hein, ils sont tellement techniques et parfois très chronophages qu'ils vont prendre plusieurs semaines, voire des mois. Donc voilà. Ici, je crois que c'est un bon moment pour sortir au sujet. Et quand on atteint le dernier tiers de la bêta, la certification des edge rating peut commencer. Parce qu'à ce moment-là, les builds devraient être déjà en bon état, assez stable. Et voilà, on s'assure qu'il n'y a pas de nouvelles features. On ne voudrait pas envoyer en certification un jeu et ensuite y rajouter une feature qui change l'edge rating. Je n'ai pas entendu des cas, mais je suis sûr que quelqu'un l'a fait. Donc voilà. Et maintenant, vous vous posez la question, quels sont voilà, avant de vous poser cette question, vers la fin de la bêta, une fois rempli les questionnaires techniques et obtenu les edge ratings, vous allez les obtenir par un mail avec des PDF qui constatent voilà, certains edge rating 12 pour ces jeux, par exemple. À ce moment-là, l'équipe est prête pour la soumission. Donc, quel est le délai? Quel est ce délai entre soumission et lancement? Donc, pour un jeu de ces caractéristiques, là, c'est minimum, vraiment minimum, parce que vous aimez le risque, un mois. Si vous n'aimez pas le risque, c'est plutôt 2 mois. Moi, je recommande plutôt 2 mois. Chaque plateforme a ses délais. Par exemple, encore une fois, pour un jeu de ces caractéristiques, nous avons Steam, qui est la plus vite, qui est la plateforme la plus rapide, et Nintendo, qui sont connus pour prendre son temps. Donc, voilà, en tout cas, pour la plupart d'eux, je dirais, ou pour tous, ils ont des équipes dans plusieurs zones horaires. Donc, vous allez interagir avec des équipes au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Asie. Normalement, c'est comme ça. Ça, bien sûr, quand les délais sont très serrés, ça permet de raccourcir les temps. Donc, c'est bien. Donc, si vous, par exemple, si vous envoyez une build à Nintendo le matin, c'est
probablement Nintendo of Europe qui va le prendre. Si vous posez une question l'après-midi, c'est probablement Nintendo of America qui va vous répondre. Voilà, comme ça. Ils essayent d'être disponibles la plupart du temps. Mais il y a des êtres humains quand même. Donc, il y a certaines périodes où c'est très chaud. C'est juste, il y a trop de monde qui veut publier en même temps. Donc, par norme, évitez juillet, les vacances d'été, quoi. Tout le monde part. Donc, leur disponibilité baisse. Thanksgiving pour les US, pendant une semaine, tout le monde part aussi. Et décembre. En décembre, vous avez la campagne de Noël, donc beaucoup de concurrence. Vous allez trouver les FIFA, les Call of Duty, les Just Dance, tous les jeux qui sortent tous les ans. Et voilà, faire face à ce genre de jeu, ça peut s'avérer compliqué. Par exemple, moi, ça m'est arrivé d'avoir un jeu avoir un jeu qui allait sortir aux alentours de Cyberpunk en 2020. Et Cyberpunk à l'époque était énorme. Donc, on a identifié ce risque, on a changé la date de lancement. Puis, Cyberpunk, ils ont changé la date encore. Et on a fini par être dans la même semaine. Nous, c'était un jour, et Cyberpunk, je crois que c'était 4 jours après. Bien sûr, ça a impacté les ventes. Et donc, si vous voyez un GTA 6 qui va sortir, ma recommandation, c'est ne touchez pas cette semaine, même ce mois. Moi, je dirais non. Mais voilà, ça dépend aussi du genre de jeu, des joueurs cibles. Donc, voilà. Vous pouvez prendre le conseil, mais avec un peu de pincette. Et enfin, troisième point, vu la nature un peu imprévisible du code de la formation, c'est une bonne pratique d'intégrer une potentielle deuxième soumission après, au cas où la première fois n'aboutit pas. Ou, si on ne peut pas, si on n'a pas le temps, envisager une pré-soumission, ce que j'appelle une pré-soumission, si vous avez des features risquées. Et un peu plus tard, on va parler de ce que peut être une feature risquée. Donc, je vous donne un autre exemple sur Empire State. On était en plein milieu de la bêta et nos efforts de QA étaient pas suffisants. Là, on avait juste trop de bugs. Et on s'est rendu compte que la télémétrie, qui était sous notre responsabilité, la responsabilité de l'éditeur, n'avait pas du tout été testée. Et l'équipe de développement, ils étaient très forts en code, mais ils n'étaient pas... ils ne se connaissaient pas en télémétrie. Donc, c'était voilà, une expertise qui nous manquait. Donc, le producteur et le release manager, on a planifié une pré-soumission aux alentours d'ici auprès d'un prestataire externe. Et c'est là où vous allez commencer à entendre des boîtes comme Keywords, Pay2Win, Testronic. Ce sont des fournisseurs de
bon, de fournisseurs de services, de prestataires de services aux alentours de jeux vidéo. Et il faut chercher qu'ils soient experts en certification, pas que en QA fonctionnel. Donc, comme ça, on voulait identifier des problèmes en avance. Et en effet, le système de télémétrie était complètement cassé et on a dû le refaire dans un temps record et quelque chose qu'on ne devrait pas faire. C'est de développer de nouvelles features pendant la bêta. Donc voilà, si vous n'avez pas d'équipe interne de QA où vous avez des ressources très limitées, ce genre de pré-soumission peut vous aider beaucoup. Il peut vous aider à identifier les risques et les résoudre à temps. Donc voilà ce que le planning peut ressembler. Ici, dans l'alpha, le release manager a fait un suivi plus ou moins régulier de la prod. On va dire hebdomadaire. Hebdomadaire, c'est peut-être trop à cette étape-là, mais mensuel ou toutes les 2 semaines, ça va très bien. Si vous avez des compliance testers, ce sont des QA spécialisés sur les spécificités des plateformes. Et si vous avez ce genre de testeurs, à cette étape-là, ils vous ont déjà remonté du feedback à garder en tête pour les certifications. Et là aussi, on peut commencer déjà à négocier les dates de soumission et de lancement. Et le reste, c'était comme on avait évoqué. Ici, par exemple, pour la soumission, je vous parle de mon cas. On avait identifié des points faibles sur la version Switch parce qu'elle a été rajoutée très tard dans la prod. Donc, on dit que les versions les plus stables sont PC, Microsoft, Xbox, PlayStation et Switch dans cet ordre. C'est très souvent, ça peut arriver, si votre jeu est très gourmand en ressources, la Switch va vous poser des problèmes. Elle est la machine la moins puissante, donc c'est logique. Donc, on a décidé de planifier la soumission la plus longue et la plus risquée d'abord. Et voilà. Et un peu, en effet, cascade, on peut faire, parce que ce qu'on identifie ici, probablement, ça va appliquer ici, et ici, et ici. Et pendant que Nintendo nous remonte leur feedback, on peut le corriger ici, et ici, et ici. Comprenez? Donc, voilà. En même temps, on se laisse ici un peu en délai pour corriger les bugs. Comme on disait, les bugs de certification sont à traiter comme des bugs max prio. Parce que sinon, le jeu ne sort pas. Donc voilà. Et ici, on planifie une deuxième soumission au cas où il faut, voilà, il en faut une nouvelle. Normalement, cette deuxième soumission va prendre moins de temps, va être plus courte. Donc voilà. Et parfois, dernier point, parfois, au lieu d'avoir un fail, on peut avoir un warning. Et les warnings, ce sont des concessions qui donnent les first parties en disant, d'accord, on approuve cette build ou ce patch ou ce DLC si dans la prochaine mise à jour, vous corrigez, vous vous compromettez à corriger ça, ça et ça. Ça peut arriver. Et quand ça arrive, on dit, oh, Dieu merci. Donc, on avait parlé d'un jeu
single player, simple, sans feature online. Et ici, on va prendre l'exemple d'un jeu online. Il pourrait avoir des features comme le multijoueur, des rankings, de la télémétrie pour connaître le comportement des joueurs, la capacité de connecter les comptes, le traitement des données, surtout avec le GDPR, c'est très important ce point-là aussi. L'UGC, c'est pas le cinéma, c'est le contenu créé par les utilisateurs, le User Generated Content. Comme les modes, les modes sont ça. Ou encore des applis mobiles ou des applis web qui soient connectés au jeu. Ça peut arriver aussi. Tout ça, ça, ce sont des risques. Ça, c'est un gros red flag pour les soumissions. Ça ne veut pas dire qu'il faut les éviter. Non. Mais dès qu'on sait qu'on les a, c'est mieux d'y affecter plus de temps, plus de ressources pour le testing et la certification. Donc voilà. Donc si vous êtes arrivé si vous êtes toujours là, je vous remercie et je vous avais promis un bonus et le voici. Donc, comme on a vu, les first party peuvent poser beaucoup de contraintes. Et c'est normal parce que ce sont leurs plateformes à eux. Mais eux aussi, ils peuvent être de très grands alliés si on cible certains aspects dans les stratégies de développement et de lancement. D'abord, réfléchir bien sur le nombre de plateformes. Comme on dit toujours, et dans la plupart des cas au moins, c'est mieux de faire une chose très bien faite que 3 choses comme ci, comme ça. Donc, en fonction de la taille de votre équipe, en fonction de votre expertise et de vos ressources, il faut mieux cibler une plateforme, peut-être 2, mais profitez de tout ce que cette plateforme peut vous offrir. Et ça, on va en parler. Aussi, adapter le gameplay aux consoles, aux périphériques, aux mobiles. Parce que une vraie adaptation, et pas un simple portage, une vraie adaptation, ça peut être la différence entre un jeu top, entre la reconnaissance de la communauté, entre plus de ventes ou un flop. Et on a beaucoup de cas dans l'histoire des jeux vidéo. Maintenant, j'ai 2 exemples en tête, 2 exemples de réussite récents. Un d'eux, c'était Into the Breach, quand il est sorti sur mobile auprès de Netflix. Et Crusader Kings 3, quand il est sorti sur console. Les deux jeux, ce sont des jeux traditionnellement PC, ce sont des jeux stratégiques. Mais cette adaptation très réussite a profité tout le pouvoir des écrans tactiles, les manettes de jeu. Il a cherché les redesigns des menus. Mais aussi, vous pourrez profiter des commandements de voix, je ne sais pas. Il y a un tas d'options à en profiter. Et tout ça, c'est pour essayer que l'expérience soit la même ou surpasse celle du PC, bien sûr. Quoi d'autre? Pensez aussi, considérez les exclusivités. Tout le monde, quand on sort un jeu, veut vendre le plus grand nombre de copies possible, bien sûr. Mais, voilà, comme on dit, qui trop embrasse, mal étreint, n'est-ce pas? Donc, peut-être, dans certains cas, être le jeu phare d'un magasin,
ou d'une plateforme peut être très, très positif si c'est bien fait. Et on l'a vu récemment, je pense aux Uncharted, aux Horizon, qui ont eu un gros succès sur leur plateforme. Et après, la communauté demande un portage et il arrive. C'est, voilà, très, très faisable. Et le cas avec les magasins est aussi d'actualité. Sinon, prenez l'exemple de l'Epic Games Store avec leur giveaway ou le Game Pass. En fonction du type de jeu, si c'est bien fait et c'est bien ciblé, vous pouvez négocier d'être à la une sur leur page. Donc ça, c'est beaucoup de gens qui vont voir votre jeu et ça peut vous aider à booster le nombre de joueurs, les achats in-game. Voilà, ça va en fonction de votre stratégie. En outre, choisir aussi le bon moteur du jeu. Parce que parfois, on n'a pas de ressources pour avoir une équipe interne qui développe un moteur. Donc, on doit utiliser Unity, Unreal, tout ça. Vous connaissez probablement le ratio 70% pour le développeur, 30% pour le platformer. Pour, voilà, comme on disait, Unity, l'App Store, le Play Store. Quand on ne fait pas de gros chiffres d'affaires, ça peut convenir. Faut pas se compliquer la vie non plus. Mais avec l'arrivée des acteurs comme Epic et l'Unreal Engine, qui proposent un radio beaucoup plus favorable aux développeurs, ça, c'est à considérer. Et aussi, il faut garder en tête la pub qu'Epic pourrait faire de votre jeu, si vous choisissez Unreal Engine, par exemple. Presque dernier point, c'est chercher les événements clés. Comme vous le savez, la plupart des jeux sur Steam, pour poser un exemple, ne donnent pas de l'argent. Est-ce qu'ils sont des mauvais jeux? Il y aura une belle partie que probablement, mais ce n'est pas la seule question, la seule raison. Par exemple, si vous avez un jeu indé, vous allez le sortir sur la Switch, le Nintendo Direct est un très bon événement qui génère beaucoup de buzz et avec un beau trailer et un bon jeu, bien sûr, vous pouvez devenir viral. Bon, c'est possible. Donc, mon conseil, si vos ressources sont limitées, choisissez 1, 2, 3 événements max dans une année et focalisez vos efforts là. C'est mieux. Et enfin, intégrer des features spéciales de first party. Avec les consoles de nouvelle génération, on l'a vu, et on le voit de plus en plus, ils intègrent des features pour élargir la communauté, pour pour mieux se communiquer avec les potes, pour retenir mieux le joueur, pour l'accessibilité, tout ça. Si on choisit de développer des features, de développer ces features, les first party, ils vont être très contents. Ils vont être heureux et contents de présenter et faire ressortir votre jeu. Par exemple, sur PS5, si vous choisissez d'intégrer les activités, ce sont, vous savez, la capacité de sauter sur un point précis d'un jeu, une mission par exemple, ou un mode, là, vous allez gagner des points. Pour Xbox, si vous développez la compatibilité avec l'Xbox Controller, ça, ce sont des points aussi. Donc voilà,